Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité ce matin, Boris Vallaud, député des Landes et président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Boris Vallaud, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. La volte-face de Donald Trump. Nous allons commencer avec cela parce que le monde est aux aguets, comme ça change tous les jours. Le monde est aux aguets. Dernière idée de Donald Trump, terminée, enfin pas terminée, pause pendant 90 jours sur les taxes douanières imposées au monde entier. Enfin, pause 10% quand même de taxes, mais pause, sauf pour la Chine, où alors là, on y va plein pot, 124%, 25%, 84% du côté chinois. Alors, que pensez-vous de ce comportement, Boris Vallaud ? Vous avez parlé de volte-face, vous pourriez parler de la dernière volte-face. On n'est pas à l'abri que d'ici la fin de l'émission, nous soyons saisis par une nouvelle annonce fracassante, désordonnée, compulsive, d'un président de la République qui lui-même n'est pas très ordonné, qui essaie de donner rétrospectivement du sens politique, économique, à des déclarations à l'emporte-pièce. La réalité, c'est que son comportement est extrêmement inquiétant pour la stabilité politique, pour la stabilité économique du monde. Et en effet, la guerre commerciale qu'il avait annoncée, qui a l'air d'être en tout cas provisoirement remisée, aurait eu des conséquences extrêmement importantes sur l'économie mondiale, sur l'économie américaine sans aucun doute. Peut-être est-ce cela qui l'a fait reculer, mais sur l'économie européenne, avec des risques inflationnistes extrêmement importants. Justement, la guerre commerciale est déclarée à la Chine. Nous verrons. Nous risquons, nous, Européens, de subir cette guerre commerciale. Je veux dire par là que les Chinois, qui ne vont plus pouvoir exporter leurs produits vers les États-Unis, vont les exporter vers l'Europe. Mais vous avez parfaitement raison de dire qu'il y a en effet un risque. C'est d'ailleurs dans le secteur du textile, l'une des inquiétudes des acteurs européens, c'est que face à la fermeture du marché américain, ce soit le marché européen qui soit inondé de produits et donc de concurrence déloyale. L'Europe a aussi le devoir de protéger son marché intérieur, de ne pas être ce que moi j'appelle l'idiot utile du voisinage global, c'est-à-dire de ne pas s'imposer à elle-même des règles qu'aucun de ses concurrents ne s'impose, et protéger notre base industrielle française et européenne. Augmenter les droits de douane. Il faut voir, il y a bien des outils. Vous savez, vis-à-vis de la Chine, ou vis-à-vis vous savez qu'il y a bien des outils pour cela. Il y a la négociation, qui est toujours préférable à la méthode du shérif qui sort son badge comme le fait Trump. Il y a des mesures tarifaires, il y a des mesures non tarifaires. Il y a la nécessité, en tout cas pour l'Union européenne, de se faire respecter des États-Unis et des partenaires commerciaux, mettant aussi de la protection et de la loyauté dans un commerce mondial qui, à certains égards, a fait depuis des années la promotion. Pendant longtemps, la gauche a été contre le libre-échangisme, contre la mondialisation. Moi, j'ai entendu des discours de gauche prôner le protectionnisme. D'ailleurs, comme Marine Le Pen. Vous avez parfaitement raison, et je ne dis pas autre chose, de dire que la mondialisation déloyale a eu des conséquences ravageuses, et que la gauche ne veut pas d'accord de libre-échange en échange de rien. Je disais, elle ne veut pas être l'idiot utile du village global. Nous ne voulons pas dépendre, et c'est la question de la souveraineté industrielle, nous ne voulons pas dépendre des médicaments indiens, des composants électroniques chinois, du gaz russe, du pétrole saoudien ou de la défense américaine. Ça veut dire que dans le moment, et face au grand désordre du monde dont Trump d'un côté, Poutine de l'autre, sont parmi les acteurs principaux, l'Europe doit engager la grande bataille de la réindustrialisation, c'est-à-dire de sa souveraineté. Bien. Et de son indépendance. C'est pas rien. On a vu dans la crise de la Covid, ensuite dans la guerre en Ukraine, à quel point nous étions dépendants dans la chaîne de valeur d'un certain nombre Est-ce que Trump n'est pas le président du peuple contre l'élite financière ? C'est ainsi qu'il veut se présenter. Oui, mais il se présente sous tous les visages, avec tous les masques. La réalité, et je crois que les Américains vont en être rapidement les témoins accablés, y compris ceux qui l'ont soutenu. Je lisais les commentaires des agriculteurs américains qui renoncent à cause de la chute des prix à un certain nombre de cultures. Le réveil va être extrêmement brutal, parce qu'il... J'allais dire, il ne travaille que pour lui, et peut-être quelques oligarques de la tech qui eux-mêmes regardent tout cela maintenant avec peut-être un peu de circonspection. Et je crois que cette circonspection, elle est partagée aussi par des acteurs économiques français qui ont pu financer sa campagne. Vous faites allusion à qui ? Des acteurs économiques français qui ont financé sa campagne ? Monsieur Arnaud ?
Il a financé sa campagne ? Il a participé au financement de la cérémonie d'investiture. Certains grands acteurs industriels, je pense à CMA, CGM, prévoient d'investir aux États-Unis. Moi, j'en appelle au patriotisme. Vous leur demandez surtout de cesser de vouloir je leur demande de mesurer à quel point la stabilité politique a de la valeur économique et à quel point il faut être dans le patriotisme économique, investir en France, en Europe, dans notre base industrielle qui offre non seulement un grand marché, des règles claires, de la stabilité politique, et tout ça a de la valeur. On le voit, parce que quand on élit un président comme Donald Trump, évidemment, tout cela finit par coûter très cher. La France pourrait reconnaître l'État palestinien au mois de juin. C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron. C'est une avancée de la part du président de la République. Il le faut. C'est une avancée que je salue. Voilà longtemps que nous demandons la reconnaissance de l'État palestinien. Je crois qu'en effet, il le faut. Et que si nous plaidons, et c'est le cas du président de la République, c'est le cas des socialistes pour une solution à 2 États, il faut qu'il y ait la reconnaissance de 2 États. Il y a aussi un plan de reconstruction qui est discuté avec un certain nombre de pays arabes. Il faut le soutenir, c'est ce que fait le président de la République. Il a dit au mois de juin, le plus tôt sera le mieux. Je crois que nous ne devons avoir qu'un camp, celui de la paix, et qu'un objectif, celui de la solution à 2 États. Reconnaître l'État palestinien, oui, mais aussi reconnaître l'existence d'Israël. Parfaitement, c'est pour ça que je veux dire, Boris Vallaud. Mais je ne crois pas avoir... Parce qu'il y a beaucoup... Non, je ne parle pas de vous. Oui, mais il y a beaucoup de pays arabes qui ne reconnaissent pas l'existence d'Israël. Mais c'est ce qu'a dit le président de la République, c'est que dans un même mouvement, il faudrait aussi qu'il y ait une reconnaissance, par ceux qui n'ont pas encore fait, de l'État israélien. La solution à 2 États, je dirais la formule en elle-même en est le résumé, c'est 2 États. Soutenir les civils à Gaza, est-ce être contre les Israéliens ? Non. La solution à 2 États, c'est la solution d'une paix juste, durable, respectueuse du droit international et du droit des peuples. Il y a des résolutions de l'ONU qui le consacrent, l'ordonnent. Il y a eu, malheureusement, après Oslo, la victoire de ceux qui étaient les adversaires, en réalité, de cette solution-là et de la paix. Et je me souviens d'amis israéliens me disant « il faut que vous nous imposiez la paix ». On a tout négocié, nous ne réussissons plus dans des grands hôtels. Imposez-nous la paix. Boris Vallaud, revenons en France sur ce qui se passe par exemple à l'Assemblée nationale avec ce projet de loi simplification. L'examen a commencé. Plus de 1000 amendements à examiner, ça va être assez long. Loi simplification, elle est indispensable. La simplification, elle est évidemment indispensable, elle est nécessaire quand on se heurte parfois au caractère illisible d'une réglementation ou à une forme de golem administratif. Oui. Mais la norme, elle protège aussi, elle protège la santé, elle protège de la concurrence déloyale, c'est le principe des normes. Mais là, vous avez bien compris qu'en fait, c'était le comité de la hache, de la droite et de l'extrême droite qui avait pris le pouvoir, puisqu'ils sont prêts à supprimer tout, la Haute Autorité de Santé, l'Agence Nationale du Sport, le Conseil Supérieur de la Montagne. Les CESE régionaux. Oui, voilà, c'était le concours Lépine Franchement, n'y a-t-il pas trop d'agences, trop de dépenses inutiles dans notre pays? Mais c'est une question qu'on peut légitimement se poser, mais on doit se la poser avec intelligence et en essayant d'y répondre avec intelligence. Quand vous proposez de supprimer la Haute Autorité de Santé, quel est le gain en termes économiques, sanitaires, de santé publique? L'administration de cette Haute Autorité, à quoi sert-elle? À quoi sert-elle? Par exemple, à gérer les crises sanitaires quand elles arrivent, et on sait à quel point c'est nécessaire. Elles arrivent aussi à donner des avis qui sont des avis indépendants, qui ne sont pas assujettis à tel ou tel intérêt. Elles permettent de conduire et bien connaître les enjeux de santé publique dans ce pays pour que l'espérance de vie en bonne santé soit encore un chemin de progrès. Voilà. Alors, dans la loi simplification, il y a aussi les fameuses ZFE. Est-ce que vous êtes favorable à la suppression des ZFE? Moi, je suis favorable. Le gouvernement dit non, et le gouvernement propose de garder les ZFE pour 2 agglomérations, celle de Paris et celle de Lyon. Moi, ce que je dis sur les ZFE, d'abord, il y a un sujet sanitaire, chacun le sait, il y a 40 000 morts prématurées à cause de chiffre qui n'a pas été réactualisé, on ne sait pas. Oui, alors et on ne sait pas si c'est la voiture qui provoque les 40 000 morts. Je suis d'avis, sauf si vous avez des éléments plus récents, on ne conteste pas ceux qui sont établis. Vous voyez, 40 000 morts. On a besoin, en revanche, que cette mesure, qui est une mesure sanitaire, soit aussi une mesure sociale. On ne peut pas tenir à la périphérie d'un certain nombre de villes des Françaises et des Français qui n'ont pas les moyens
de changer leur véhicule, qui n'ont pas d'offre de transport collectif. Et ce que nous proposons, nous, c'est qu'aux ZFE corresponde un effort significatif, important, notamment à travers les primes à la conversion et l'achat de véhicules électriques de l'État. Aujourd'hui, l'État se planque. Et donc, soit il recule sur les ZFE, soit il recule sur les mesures sociales. Attendez, et les deux ne peuvent pas. Une voiture électrique, d'abord, c'est cher, une voiture électrique. C'est précisément. Même si l'État fait un effort et offre, je sais pas, une prime de 30% à l'achat d'un véhicule électrique, beaucoup ne peuvent pas acheter un véhicule électrique. C'est pour ça qu'il faut faire un effort très significatif. Il y a quelques années, c'était la prime à la conversion, c'était 7 000 euros. Aujourd'hui, en moyenne, c'est 2 000 euros. Vous comprenez bien que le reste à charge est considérable. Et que nous avons un enjeu environnemental. Eh ben, peut-être qu'il faut aller au-delà. En tout cas, aujourd'hui, ça n'est pas ce que propose le gouvernement. Et donc, moi, je dis, ça ne peut pas. Les mesures environnementales ne peuvent pas faire sans prise en compte de la question sociale. Est-ce que vous votez ? Sinon, est-ce que vous voterez ? Nous avons proposé un amendement socialiste, nous verrons s'il est voté, qui tient cet équilibre-là, rétablissement des ZFE, mais exigence faite à l'État de travailler et de financer des mesures alternatives en termes de transport public, pour venir à côté des collectivités locales, une prime à la conversion qui permet de massifier le passage à l'électrique. Et il y avait une mesure que moi j'avais soutenue, qui était... Mais parce que vous savez ce qu'il en coûte de mourir et d'être pris en charge par la sécurité sociale. Non, mais ça fait partie de la politique de prévention. Et vous savez que quand on achète des véhicules électriques, que quand on aide des grands constructeurs nationaux à passer le tournant, eh ben on aide aussi notre industrie. Oui, il faut tenir tous les bouts. Défense de la base industrielle française, mesures sociales, parce qu'on a besoin d'être aux côtés des classes populaires, des classes moyennes, qui n'ont que leur force de travail pour vivre, et puis une mesure environnementale, parce que vous savez, les principales victimes d'un certain nombre de maladies liées à l'environnement, c'est souvent les plus modestes d'entre nous. Les moins riches n'ont pas de voiture ? Et en tout cas, ils n'ont pas forcément les moyens d'en renouveler. Oui. C'est ce que disait Agnès Pannier-Runacher. Les moins riches n'ont pas de voiture. Les plus pauvres n'ont pas de voiture. Ben certains, en effet, n'ont pas de voiture quand ils en ont eu. Quand ils en ont eu. Mais c'est pour ça qu'il faut les aider à pouvoir être mobiles comme tout autre. Bon, Boris Vallaud, les municipales 2026, dans un an, est-ce qu'il y aura des alliances électorales au niveau national avec LFI ? Écoutez, je crois que la réponse a été donnée. Non, il n'y aura pas d'alliance, il n'y aura pas d'accord national. Ensuite, vous savez que dans les élections municipales, les accords sont d'abord des accords locaux, il y a des arbitrages nationaux. Si vous me posez la question d'un accord national avec LFI, non, ça n'est pas prévu. Et d'ailleurs, vous avez vu la réaction de Jean-Luc Mélenchon ? Mais oui, mais écoutez, vous décidez de rejeter LFI, il s'adresse au PS, la gauche se débrouillera sans le PS. Oui, écoutez, on se débrouillera aussi dans un certain nombre de communes, je pense, assez bien, sans la France Insoumise, mais qui a déjà dit quels étaient ses buts de guerre, et beaucoup concernent des municipalités socialistes. Bon, écoutez, les municipalités socialistes, un mot sur Paris-Lyon-Marseille. Ça y est, c'est voté. Paris-Lyon-Marseille, un vote, une voix. Un vote, une voix pour élire le maire. C'est voté en première lecture. Vous savez, c'est une loi. Écoutez, vous savez, c'est une loi où on a dit, écoutez, elle arrive tard, c'est du tripatouillage, c'est utile pour Marseille. Ça n'est pas souhaité par personne finalement à Paris. Lyon, ils ont essayé de le sortir, finalement c'est maintenu. Enfin, tout ça est assez bizarre. Oui, mais enfin bon, c'est assez bizarre. Qu'est-ce que vous avez voté d'ailleurs ? Moi, on avait la liberté de vote et je n'ai pas voulu choisir entre Paris et Marseille dans une forme de tripatouillage. Oui, voilà. Alors que le maire de Marseille est favorable, hein. Bien sûr, et les élus marseillais, et un certain nombre d'autres ont voté favorablement. Les élus de Paris, évidemment, avaient d'autres options. D'autres options. Qui soutenez-vous à Paris, d'ailleurs, Boris Vallaud ? Écoutez, au niveau socialiste, je laisse aux militants de Paris le soin de choisir. Vous n'avez pas de choix. Je le ferai le moment venu. Non, mais... Je le ferai le moment venu. J'ai bien compris votre question. Bon, d'accord. Non, vous ferez le moment venu, et notamment si vous êtes premier secrétaire du Parti Socialiste, parce que vous revendiquez cette vous savez, on a la chance dans le Parti Socialiste d'être un parti démocratique. On a un grand rendez-vous démocratique. Honnêtement, c'est enthousiasmant. C'est le congrès, un moment de dialogue, de discussion... de dialogue, ça dépend. Oui, mais je crois que... L'histoire montre que le dialogue... Bien sûr, et bien précisément, vous avez raison de dire. Moi, ma proposition, c'est celle de l'unité des socialistes, de toute l'unité des socialistes. Je prétends que nous n'avons plus beaucoup de désaccords et que nous devons être tournés vers les élections municipales de 2026, ensuite de la présidentielle, mais que nous devons d'abord nous unir, mettre le Parti socialiste au travail, avoir un projet. Pour qui ? Pour celles et ceux qui subissent l'histoire dans sa grande dureté,
contre ceux qui prétendent l'écrire à leur profit. Les hommes et les femmes qu'on a applaudis à 20h, souvent des femmes d'ailleurs, qui n'ont que leur force de travail pour vivre, dire pour qui on se bat, s'occuper de la vie quotidienne des Français, mettre les militantes et les militants au travail, se battre contre nos adversaires politiques, parfois nos ennemis, comme l'extrême droite qui remettent en cause tous les grands acquis de la République, eh bien c'est ce que je propose. Et vous savez, dans ce moment d'unité, moi je dis, il y a 6 propositions sur la table. Et je dis à chacune et à chacun, aux militants comme aux responsables de toutes ces sensibilités, je leur donne un rendez-vous de l'unité à chacune et à chacun. Retrouvons-nous, rencontrons-nous, discutons, formulons cette promesse pour notre parti du meilleur, c'est-à-dire de la mobilisation générale. De la mobilisation générale pour les idées auxquelles on croit, pour la justice, pour la République, pour l'extrême droite. C'est celle, en réalité, d'une forme de désespérance, de débat. Vous allez prendre une initiative ? Je prends l'initiative, je le dis aujourd'hui, je prends à témoin les militants et militants auxquels on doit cette unité, on doit cet effort. Je leur dis, voilà, et ça peut commencer dans les heures qui viennent. Je lance la proposition de rendez-vous de l'unité, je l'appelle comme ça, adressée à chacune et à chacun. Comment ? Sous quelle forme, sous concrètement ? Sous les formes de rencontres, de discussions. Nous mettrons vous voulez tout sur la table. Tout le monde avant le congrès, rassembler, je sais pas, tous les leaders, Olivier Faure, les autres, vous-même, monsieur autour Bourdin, d'une table, ou je ne sais pas, c'est quoi on va se rencontrer. Il y a 6 formations, les uns et les autres, à tour de rôle. Peut-être que, je l'espère, on aura l'occasion de se retrouver tous ensemble. On a de toute façon rendez-vous le 26 avril prochain. Oui, c'est pour ça. Quoi ça sert de se rencontrer avant alors que vous avez rendez-vous mais parce que la discussion, elle est importante. Regardez la chance qu'on a dans ce parti de pouvoir discuter, de pouvoir dialoguer. C'est la demande des militants. En fait, ce que vous voulez, c'est le départ d'Olivier Faure. Non, c'est que nous soyons tous sur l'affiche. Vous savez, Olivier Faure, je l'ai accompagné et je ne déjuge rien de ce que nous avons fait ensemble. Je pense que vous l'avez trahi. Je pense que collectivement, nous sommes capables d'aller beaucoup plus loin ensemble. C'est la proposition que je fais, c'est la demande des militants que nous ne vivions pas un congrès de la désunion et de l'union. Moi, je veux qu'à la fin, il ne manque pas un visage sur la photo de famille, pas un visage. Ça n'est pas un congrès de soustraction, c'est un congrès de naïf. On a vu l'histoire des congrès du PS. Mais Monsieur Bourdin, autorisé. J'ai entendu ce Monsieur discours Bourdin. Plusieurs fois. Oui, mais Monsieur Bourdin, vous savez, moi, je propose de faire au parti ce que j'ai fait au groupe. C'est-à-dire, au fond, ne pas demander aux uns et aux autres quelles sont leurs affiliations, quelles sont leurs fidélités. Je leur dis, est-ce qu'on ne peut pas essayer de faire primer, face à la grande menace de l'extrême droite qui nous fait face au grand désordre du monde, l'esprit de parti sur, l'instinct de clan, plutôt s'unir que se désunir. Et je pense que tout le monde a sa place dans ce parti, que tout le monde a participé de ce redressement qui est en marche, et je crois à la possibilité de venir. On le doit à nos militants. Mais voilà la proposition que je fais. Pourquoi avez-vous abandonné, si je puis dire, fait un pas de côté ou quitté Olivier Faure ? Mais en réalité, je ne quitte personne, et je dis à Olivier comme à tous les autres, avançons ensemble. Pourquoi est-ce que vous l'avez fait ? Parce que je pense que reprochez-vous, c'est le premier secrétaire du PS. Parce que je pense que j'ai une position qui est une position centrale, que je peux être ce lien qui manque. Lui, non. Qui manque. Écoutez, j'entends certains qui disent qui ne peut pas rassembler. Il y en a qui disent on veut un congrès où finalement il faut qu'il y ait tête qui tombe. Moi, je veux pas qu'il y ait tête qui tombe. Je veux qu'à la fin, sur la photo de famille, et c'est l'engagement que je prends de le rechercher à toute force, que nous soyons tous ensemble. On a besoin de tout le monde. On a besoin de Carole Delga, on a besoin d'Olivier Faure, on a besoin du maire. Mais ça, c'est un beau discours d'avant. Mais ce sera vrai congrès, après. Oui, sauf que la réalité objective, c'est que c'est ce dont j'ai fait la démonstration depuis que je suis élu depuis 2017. À toute force, y compris dans les moments très difficiles. J'ai essayé de tenir le lien entre tous. Voilà. Et c'est ce que je continuerai de faire, parce que je n'ai que des amis dans ce parti. Parce que moi, mes adversaires, je ne me trompe pas. Et je pense que eux-mêmes ne se trompent pas. Ils sont à l'extérieur du parti. Voilà. Et que ce que je veux, c'est qu'on travaille, qu'on se mette tous ensemble, que ce parti soit un parti qui forme, un parti qui réfléchisse, un parti qui se mobilise sur le terrain, que les militants, qui sont notre substance, notre sève, et leur place plus encore qu'aujourd'hui. Vous voyez, moi, c'est un chemin de progrès ensemble. Et je peux vous dire que moi, j'ai pas de compte à régler. Franchement, j'ai bien bossé avec tous. Et donc, je ne veux pas seulement travailler avec certains. C'est le sens de ma démarche. Et donc, c'est pour ça que je propose ces rendez-vous de l'unité. Pas de censure du gouvernement avant l'été ? Écoute, on n'en sait rien. Je ne sais pas de quoi sera fait. Je ne sais pas de quoi sera fait les prochains mois. C'est possible, c'est peut-être non, peut-être oui. Écoutez, on est dans l'opposition au gouvernement et qu'on a régulièrement après, j'en sais rien. Vous savez, je ne sais pas de quoi la vie gouvernementale est faite. Elle ne manque pas parfois de nous surprendre, de nous hérisser et de nous révolter même. Vous irez manifester samedi pour défendre l'état de droit ?
Oui, alors je le ferai dans ma circonscription des Landes. Avec SOS Racisme, la Ligue des droits de l'homme, la CGT. Oui, il y a une grande manifestation. Les Verts, LFI, il y a une grande manifestation. Le syndicat de la magistrature, le syndicat très politisé. Oui, et alors ? Non, mais je dis ça comme ça. Mais c'est pas un problème quand même qu'on défende l'état de droit, monsieur Bourdin. Non. Vous en avez pas. Peut-être que vous-même vous y serez. Non. Peut-être que vous-même vous y serez. Dans l'état de droit, il y a aussi la liberté de la presse. Est-ce qu'un juge doit être politisé ? Mais la liberté de manifester, je crois qu'elle n'est pas divisible. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur Bourdin ? Ah, ça oui. Bon, ça, donc oui, voilà. oui. Donc vous m'avez posé la question de savoir est-ce que nous sommes mobilisés dans la rue et comme dans l'hémicycle, comme de toutes les manières. Pour défendre l'état de droit, je vous dis oui, 1000 fois oui, et j'espère que vous aussi, j'en doute pas. Boris Vallaud, évidemment que je défendrai toute ma vie l'état de droit, ça c'est évident. Bien, la fin de vie, 2 propositions de loi, l'aide à mourir, les soins palliatifs, légalisation du suicide assisté, est-ce que vous voterez pour ? Alors, moi, liberté de vote, j'avais souhaité. Je sais, mais... Oui, il y a toujours, vous savez, sur les lois qui engagent, disons, la liberté de conscience, il y a une liberté de vote, et c'est bien normal. C'est bien. Dans tous les partis, d'ailleurs. Moi, je suis attentif à ce qui va se négocier et se dire dans cette loi. Je les voterai probablement l'une et l'autre. Vous voterez les deux, probablement. Parce qu'il y a une attente sociale forte, que le dispositif actuel, la loi Claes-Leonetti, qui était un grand progrès, ne répond pas à toutes les situations, pour une part, et pour une autre part, les services de soins palliatifs ne sont pas déployés comme ils le devraient. On aurait souhaité moi en tout cas, j'aurais souhaité que ces 2 lois soient une seule et même proposition, un seul et même projet de loi. Ça n'est pas le cas, mais nous discuterons concomitamment des 2. Je pense que comme c'est un sujet grave, c'est pas un sujet qui fonctionne par acclamation, c'est un sujet qui fonctionne par, j'allais dire, un débat serein, apaisé, explicatif des situations, la prise en compte de toutes les situations. En tout cas, voilà, il y a eu déjà un gros travail. J'attends de voir ce qu'est ce texte à la fin, mais mon appétence et ma pente naturelle, elle est celle-là aujourd'hui, après un vrai effort de réflexion personnelle. Merci Boris Vallaud d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 8h56, évidemment. Après les informations, vous retrouverez Patrick Roger.